Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel. Le but de ce tutoriel est d'analyser les points qui peuvent poser problème lors d'une création, que ce soit une salle, un exercice ou une séquence, au sein du monde virtuel, pour anticiper les retours négatifs de la part des utilisateurs. Des exemples concrets de freins à l'utilisation seront exposés dans ce tutoriel, dans les slides « Ce qu'il ne faut pas faire », suivi des préconisations concrètes dans les slides « Ce qu'il faut faire ». Vous trouverez dans ce tutoriel 10 préconisations ergonomiques portant précisément sur la zone d'entrée, les marquages au premier plan, le guidage de l'utilisateur en parcours, les interactions drag and drop, le guidage aux sorties, la pertinence et l'utilité des boutons, l'homogénéité des modes d'interaction, le fonctionnement des modules, les feedbacks et enfin les aides à la navigation. Le premier point concerne donc la création de l'entrée d'une zone d'interaction. Comme l'illustre l'exemple, il ne faut pas que l'utilisateur puisse contourner la zone d'entrée de manière involontaire. Si les zones sont trop proches des murs de collision, par exemple le numéro 5 sur la carte ci-contre, la zone ne s'active pas quand l'utilisateur va trop à droite sur le numéro. Point information, une collision, c'est quand deux objets se rencontrent ou se touchent. Par exemple, dans une carte virtuelle comme Rennes 2D, une collision se produit quand ton personnage entre en contact avec un mur ou un autre objet. Cela empêche d'aller plus loin, comme si tu te heurtais à quelque chose dans la vraie vie. C'est une façon pour le programme de dire « tu ne peux pas passer là ». Ce qui est recommandé de faire est donc de créer une zone d'entrée de 6 pixels minimum avec une délimitation visible de la zone concernée. Avec ceci, l'avatar doit pouvoir traverser 3 pixels de face, donc avec une limite de 6 pixels, le Wokka doit arriver face à la zone d'entrée de 3 carrés selon la trajectoire prévue, avec des pixels de 32 par 32. Il est aussi recommandé d'augmenter la zone d'interaction à 9 pixels quand on ne peut pas prédire la direction que prendra le Wokka, l'avatar, pour entrer dans la zone, afin d'anticiper 3 pixels d'entrée par chacun des 4 côtés de la zone d'interaction. Enfin, il faut respecter 4 pixels d'écart entre chaque zone d'interaction pour ne pas créer de confusion entre les zones et pouvoir les différencier facilement pour l'utilisateur. Ce qu'il ne faut pas faire également, c'est de laisser l'utilisateur rentrer involontairement dans des bâtiments ou des salles. Dans l'exemple ici, l'utilisateur ne comprend pas pourquoi il est amené dans un nouveau bâtiment en passant simplement devant, comme la TARDIS bleue ou les deux entrées entourées en rouge ci-contre. L'exemple de l'entrée involontaire dans la TARDIS bleue est illustré concrètement dans cette vidéo du monde virtuel et montre un testeur qui utilisait l'interface pour la première fois qui ne s'attendait donc pas à rentrer dans un espace. Pour éviter ces entrées involontaires, il est donc recommandé de créer une zone d'entrée de 3 pixels maximum avec une délimitation visible de la zone concernée, créée par un indice visuel marquant, comme une flèche ou une forme marquant l'entrée. De plus, les pixels d'entrée de zone ne doivent pas, ou peu, dépasser visuellement du bâtiment. Le second point aborde la pose de numéros ou de marquage au premier plan. Ce souci peut s'apparenter à un bug d'affichage pour l'utilisateur qui ne voit pas l'indice de marquage. C'est le cas dans l'exemple ci-contre où l'utilisateur ne voit pas le point 1 car plusieurs avatars sont empilés dessus, l'espace entouré en rouge sur la photo ci-contre. Pour éviter ce problème, l'indice de marquage doit être visible en toutes circonstances. Il est recommandé de le mettre sur une zone de collision pour que personne ne puisse le cacher lorsque c'est possible. Autrement, il faut paramétrer le marquage pour que le calque passe toujours devant l'avatar. Sur l'éditeur de carte, il faut donc placer le calque au sol dans le paramètre profondeur. Sur Tiled, l'indice de marquage, comme sur l'exemple ici, le numéro doit être placé le plus bas possible par rapport au floor layer. Le point 3 aborde le guidage de l'utilisateur dans un parcours précis. Il ne faut pas créer un problème de confusion pour l'utilisateur. Par exemple, ici, l'utilisateur doit aller au point 9 sur la première image, ce qui le renvoie vers un lien externe par surprise, correspondant à l'image du dessous. S'il n'y a pas de certitude pour l'utilisateur que c'est la suite du parcours, il est dans le doute face à l'ouverture de ce lien externe et peut avoir tendance à le quitter en le confondant avec un spam. Pour éviter cette confusion, il est recommandé de laisser l'utilisateur décider de l'ouverture du module via une confirmation de type clic /espace pour ouvrir, comme illustré dans l'exemple du haut. Il faut également préciser dans une consigne, que l'utilisateur aura vu avant, qu'un lien externe s'ouvrira dans le prochain module pour ne pas être surpris. De plus, il faut laisser la zone d'interaction à côté du chiffre pour que l'utilisateur comprenne où se situe l'ouverture et qu'il ne cherche pas à d'autres endroits. Toujours dans le guidage de l'utilisateur, celui-ci est perdu s'il n'a pas accès à une carte de l'endroit où il est et qu'il n'a aucun panneau lui disant à quel endroit aller. S'il est perdu, l'utilisateur va donc se rattacher au seul point de repère qu'il trouvera, comme l'accueil de Villejean, entouré ici en rouge, qui est l'un des boutons de la barre d'outils du monde virtuel. Pour aider l'utilisateur, il est recommandé de permettre un accès facile à une carte globale du lieu concerné pour faciliter le repérage, comme dans l'exemple en bas à droite de cette slide. Il faut également implanter des marquages et une signalétique qui guide l'utilisateur vers les endroits où il faut aller,
en créant des flèches, des panneaux ou des indices visuels clairs et lisibles, à l'image des panneaux en bas à gauche sur cette slide. Ici, une illustration concrète d'une carte globale avec un lieu, avec l'ajout d'une indication « Vous êtes ici » permettant à l'utilisateur de se repérer et de toujours savoir où il se trouve dans son environnement. Ce quatrième point aborde la création d'activités drag and drop. Si le drag and drop ne mène à aucune action concrète ou que l'utilisateur ne comprend pas qu'il a échoué ou terminé, il risque de s'agacer et de quitter. Dans l'exemple ci-dessous, une carte peut être sélectionnée, mais aucune action n'est possible ensuite. Créer un exercice drag and drop nécessite de créer des étapes qui se suivent de manière logique et compréhensible pour l'utilisateur qui le découvre. Il faut donc que l'utilisateur comprenne ce que son geste a engendré dans l'exercice et qu'il sache si c'est terminé. Ici par exemple, déplacer un item sur une des cases met en avant une couleur, permettant de savoir à quel endroit on peut déposer l'item. De même, une validation de l'exercice est possible en bas à droite permettant de confirmer. Le point 5 aborde le guidage vers la sortie d'un espace. C'est un point important car ne pas aider un utilisateur à quitter un espace peut le frustrer. Sur cette capture d'écran, on voit un utilisateur qui essaye de partir par différents endroits, qui sont les 4 endroits entourés en rouge. Ce sont des points de collision et non des sorties, mais rien ne l'indique donc il se retrouve facilement perdu. Il ne faut pas non plus qu'il y ait une incohérence entre les zones d'entrée et de sortie. Si la zone de sortie du lieu est différente de celle d'entrée, alors l'utilisateur risque d'être perdu pour ressortir de l'espace à l'image de ces deux espaces ci-dessous. Il faut ainsi aider l'utilisateur à trouver la sortie rapidement et en ayant le moins possible besoin de réfléchir. Pour cela, placer des indications est important, comme des flèches ou des écritures de type sortie, comme sur l'exemple ci-contre. Ce sixième point parle du choix de boutons utiles et pertinents. Les boutons doivent donc être utiles pour l'utilisateur et ne pas proposer du contenu inutile ou du contenu qui perdra l'utilisateur dans un surplus d'informations. Dans les deux exemples ci-contre, des numéros 1 et 2 sont entourés en rouge car ils n'apportent pas de contenu utile et pertinent à l'utilisateur alors qu'ils sont très visibles. Il est donc recommandé de proposer des boutons qui apportent de l'information utile ou des fonctionnalités pertinentes pour l'utilisateur. Dans l'exemple ci-dessous, le bouton orange sur l'image de gauche permet d'avoir des informations détaillées sur l'outil qui est en photo, ce qui est cohérent et pertinent pour l'utilisateur. Le point 7 souligne l'importance de proposer des modes d'interaction homogènes. Si les modes d'interaction sont différents entre eux, l'utilisateur ne comprend pas la logique d'utilisation et risque donc de rencontrer des difficultés pour interagir, ne sachant pas à quoi s'attendre pour chaque point d'interaction. L'exemple ci-dessous illustre des entrées dans deux espaces différents, l'une en cliquant sur la barre espace et l'autre via une aspiration de l'avatar sans aucun clic. Comme pour les espaces, les ouvertures de modules doivent être homogènes. La création de différents modes d'ouverture crée de la confusion chez l'utilisateur et rend donc l'expérience moins immersive. Dans l'exemple ci-dessous, un module sous forme de coffre s'ouvre avec un clic, à gauche, alors qu'un autre module visuellement identique, droite, s'ouvre automatiquement dès la présence de l'avatar dessus. Pour pallier à ces problématiques, le choix d'ouverture d'un module ou d'un bâtiment doit être le même pour tous. Le choix optimal est celui de l'ouverture via un clic, comme sur l'illustration en haut à droite, permettant à l'utilisateur de garder le contrôle sur la situation de ce qu'il souhaite ouvrir ou non. De plus, il faut idéalement créer des objets visuellement identiques pour l'ouverture des modules, comme les coffres ci-contre. Le point 8 peut paraître évident, mais il est important de proposer des modules fonctionnels. En effet, il ne faut pas proposer un point interactif qui ne fonctionne pas. L'utilisateur ne comprendra pas forcément si le problème vient de l'interface ou de lui. Cela peut créer une grande frustration ou une incompréhension. Ci-dessous, par exemple, le point star à gauche n'affiche rien en étant dessus, et une vidéo à droite ne fonctionne pas en essayant de la lire. Pour éviter cela, chaque point interactif créé doit être complètement fonctionnel avant le déploiement réel. Il faut donc tester chaque point un par un pour s'assurer qu'il n'y a pas de bug et que tout s'ouvre comme il doit s'ouvrir à l'origine. Dans l'idéal, les points interactifs doivent être testés par des personnes extérieures au projet. Le point 9 aborde l'importance des feedbacks. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est créer une situation où si l'utilisateur valide une réponse, il ne voit aucun retour sur son exercice. Il ne sait donc pas si sa réponse est vraie ou fausse, ni quelles peuvent être ses erreurs. Dans l'exemple ci-contre, il n'y a aucune explication supplémentaire après validation de la réponse. Les recommandations sont donc les suivantes. En validant une réponse, l'utilisateur doit savoir si sa réponse est bonne ou mauvaise, avoir des détails sur la réponse choisie, ou un retour motivant si la réponse est bonne et une aide ou un élément explicatif si c'est faux. Dans l'exemple ici, il y a un indice visuel indiquant une bonne réponse, le tic vert, et un feedback ajoutant des détails informatifs. Le dernier point aborde la création d'aides cohérentes à la navigation. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est créer un bouton avec une icône qui ne correspond pas à ce qui s'affiche, comme ici une icône de carte qui ne propose pas de carte comme l'on s'y attend. Ainsi, le bouton ou la fonctionnalité doit montrer une icône qui correspond réellement à ce qui va s'afficher.
Ici par exemple, une icône type message discussion permet d'ouvrir une bulle de discussion, ce qui rend l'interaction cohérente avec la fonctionnalité proposée. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.